Quand j'étais étudiant, si on me disait que moi aujourd'hui je suis en train de nettoyer les toilettes ou faire du jardinage, j'allais dire non. J'ai perdu mon père quand j'avais 1 an. Maman a compris qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Donc maman est venue me déposer à l'orphelinat. J'ai perdu maman quand j'avais 8 ans. À la base, j'ai eu un BTS en ressources humaines. J'ai enchaîné les stages. De stage en stage, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'avenir prometteur. C'était un peu compliqué pour moi parce que la prise en charge de l'orphelinat prend fin à 23 ans. Il fallait que je sorte de ma zone de confort et que j'aille chercher l'argent. Quand je suis entré dans les petits boulots, moi j'arrivais quand même à me démerder. Avec le temps, je me suis vu conforté dans ma position où je ne souhaiterais plus aller travailler pour quelqu'un. Il n'y a pas d'excuse en réalité, il n'y a pas d'excuse. C'est dû pour nous tous. Mais il faut que chacun retienne, je suis mon propre possible. Et n'ayez pas honte de montrer ce que vous faites. Parce que chacun est son premier panneau publicitaire. Tant que ça arrive à payer tes factures, pourquoi tu as honte de montrer que tu as de laver des toilettes? Pourquoi? Il y a mon fameux slogan, je vais le réclamer internationalement ici, aujourd'hui et maintenant. Vas-y, roulement de tambour. Champion, il n'y a pas de petit boulot dans la vie. Un l'argent plus un l'argent égale à 2 l'argent. C'est moi le propriétaire. Champion, il n'y a pas de petit boulot dans la vie. Un l'argent plus un l'argent, ça fait 2 l'argent. Ne lâche pas, champion. Salam, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wake Up Champ. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration pour la personne, mais aussi parce que j'estime que c'est une des personnes les plus battantes de mon environnement, en tout cas que je connaisse. Je vais même à dire que quand on cherche la définition du mot battant dans le dictionnaire, je pense que quelque part, il y a sa photo à côté. Bonsoir Alain, comment tu vas? Ça va bien. C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir ici. Enfin, on a voulu faire cet épisode-là à Cotonou, mais on n'a pas pu. Le hasard ou le destin sait faire ces choses. On se retrouve tous deux à Abidjan, ici, et on fait enfin cet épisode. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Alors, Aquaba, ici on dit Aquaba. Aquaba, comment ça se passe ton séjour à Abidjan? Super bien, super, ça va. Alors, tu kiffes? Abidjan est vraiment le pays le plus doux au monde. Faut répéter. Abidjan est vraiment le pays le plus doux au monde. Pour moi, il était important de te recevoir dans ce podcast parce que j'estime que tu as des choses à partager. Et une des choses qui m'a marqué dans ton parcours, c'est que la vie ne t'a pas épargné. Très tôt, les choses ne se sont pas passées comme il se devait, comme ça a été pour tout le monde. Toi, à 1 an, tu as eu un premier choc. Tu peux nous en parler? Oui. Bon, moi, j'ai perdu très tôt mes parents. J'ai perdu mon père quand j'avais 1 an. Je ne l'ai réellement pas connu. Je ne l'ai connu qu'en photo. Ouais. Mais bon, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Et quand tu dis que tu as une grande admiration pour lui, tu as entendu parler de lui, de ses... Oui, j'ai entendu parler de lui et à travers ses photos, on voit quand même ce qu'il dégage. C'est quelqu'un qui aimait vraiment s'habiller. Justement, j'allais en venir parce que, bon, j'ai vu 2 photos du daron que tu as publiées et toi-même, tu aimes t'habiller. J'essaye. En tout cas, tu essaies très bien. Merci. Je pense on est limite en train de rigoler autour du début du podcast, en vrai, mais je pense que c'est parce que tu as trouvé la façon de surmonter, de surpasser tout ça qu'aujourd'hui, on rigole limite. Tout ça ne devrait pas être, ou ça n'a sans doute pas été simple, n'est-ce pas? Oui, ça a été très difficile pour moi parce que j'étais un garçon un peu très timide à l'orphelinat. J'étais quelqu'un de très colérique et je restais la plupart du temps dans mon coin. Mais en grandissant, j'ai compris que ça ne sert à rien de se recroqueviller sur soi. Oui. Il faut aller découvrir aussi les autres. Et tant qu'on vit, il y a de l'espoir et la vie, elle est belle. Ouais, c'est sûr. Tu me disais que quelques années, parce que là, tu expliques que tu étais en orphelinat, parce que quelques années après le décès de papa, tu as perdu maman aussi. Tout à fait. Bon, après le décès de papa, maman a compris qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Ouais. Donc, maman est venue me déposer à l'orphelinat. Un orphelinat que tout le monde connaît bien sûr, SOS Village d'enfants. C'est dans tous les pays du monde entier. Ouais. Je profite pour leur dire vraiment merci beaucoup pour le travail formidable qu'ils font à travers le monde entier pour tous ces enfants orphelins. Je leur dis vraiment un grand merci. Parce que sans eux,
moi, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de parler. C'est sûr. Donc, C'est sûr. Et donc, maman aussi, on a perdu maman après. Maman, j'ai perdu maman quand j'avais 8 ans, mais j'étais déjà à l'orphelinat. Oui. Maman venait, j'étais l'enfant même qu'on venait le plus visiter. Et une petite anecdote par rapport à maman, il y avait des frères SOS à qui on avait payé des vélos et j'avais tellement envie de rouler le vélo que maman était venue jouer, je lui ai dit que je voulais aussi un vélo. Et bon, moi j'étais petit, je n'avais pas eu la portée de ce que je disais. Je ne voyais pas la portée de ce que je disais. Mais en grandissant et en voyant ce qui se passe aujourd'hui, j'ai compris en réalité tout ce que maman a dû endurer pour m'offrir en fait ce vélo. Donc, elle t'a offert le vélo là en Oui. son temps. Quand elle est venue, je lui ai dit, la prochaine fois où elle était venue, elle est venue avec le vélo en fait. Wow. Et en grandissant, aujourd'hui, comme je connais aujourd'hui la valeur de l'argent, en fait, ça me touche en réalité. Ouais. En fait, je Tu me suis, mesures le je mesure sacrifice en fait qu'elle a dû le faire. sacrifice qu'elle a dû faire pour m'apporter ce vélo. Et en toute sincérité, j'aurais tout donné pour qu'elle soit là, pour jouir aujourd'hui du fruit de ses efforts. Mais bon, à travers les dons que j'organise, je pense quand même qu'elle trouve satisfaction de là où elle est. Et oui, je pense vraiment, je pense vraiment. Et le prochain step, en réalité, c'est que, oui, tu as vécu ces drames-là, oui, tu as vécu, malgré été entouré par la famille SOS, mais il n'en demeure pas moins vrai que tu étais un peu esselé, en tout cas, vis-à-vis de ta famille et tout. Tu t'es battu, tu as fait tes études, Tout à fait. jusqu'à ce que tu obtiennes tes diplômes. Après l'obtention de mon BTS, Ouais. où j'étais toujours à l'orphelinat, la prise en charge de l'orphelinat prend fin à 23 ans. OK. Donc, après cette prise en charge, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais livré à moi-même. Il fallait que je me démerde pour joindre les deux bouts, manger et payer le loyer et tout. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. J'ai enchaîné les stages et il n'y avait pas une ouverture réelle. Donc, j'ai dû me lancer dans tout ce qui est BTP sous la supervision d'un grand frère avec qui je travaillais. Et j'étais chargé de m'occuper de la supervision des ouvriers. OK. Donc, c'est à travers ces supervisions que je faisais que j'apprenais avec les ouvriers. Donc, c'est-à-dire, quand le peintre vient et il veut faire la peinture, je lui demande comment il fait ça. Et je prenais le pinceau et je faisais avec lui. Donc, il me montrait, non, on ne fait pas ça comme ça, on faisait que ça de cette façon. Il m'apprenait. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup le blanc. Donc, je m'essayais, en fait... La petite anecdote, c'est qu'en venant ici, je t'ai dit, surtout pas de blanc. Mais tu as trouvé la façon de venir en blanc. OK. Donc, quand je rentrais, j'apprenais, je m'appliquais à la maison, je faisais la peinture à la maison, je bricolais, je fais un petit truc de décoration. Donc, c'est de là que tout est parti. Moi, je t'ai connu il y a quelques années, il y a pas plus de 2 ans, c'est à peine 2 ans. Oui, Moi, je tout t'ai à fait. connu sur Facebook. Et ce qui m'a frappé, c'est la façon dont tu te présentes. Tu te présentes étant un toutiste. Toutiste. C'est quoi un toutiste? Un toutiste, c'est quelqu'un qui fait un peu de tout. Et j'ai créé ce mot-là pour me démarquer. Je fais le jardinage et je suis très bon en la matière. Ouais. Je fais le nettoyage, je suis très bon en la matière. Je fais la peinture, je fais le carrelage. Je fais un peu de tout ce qui a rapport avec le bâtiment. Je pense que ça va. J'essaie. En vrai, ce qui m'impressionne, c'est ton côté, on va dire, pas de pudeur ou bien pas de tabou sur ce qui est mon gagne-pain, en fait. Tout à fait. Et j'ai envie de te demander, quand tu finis tes études, tu as eu des camarades, tu as des gens avec qui tu as fréquenté, tu as eu ton BTS, tu as trouvé ton stage, et puis du jour au lendemain, on voit que tu travailles sur des chantiers. Comment est-ce que tu as vécu ça? Cette période a été une des périodes les plus, est-ce que je vais dire difficiles? Plus ou moins, oui, difficile parce que le regard que les anciens camarades de l'université portaient sur moi
c'était un regard de... ce que je vais dire, dédain. Non, c'est trop dit. Mais on me regardait avec... Un peu de mépris. Voilà. J'ai étudié, mais qu'est-ce que tu fous maintenant à faire les petits boulots? Bon, moi, je suis quelqu'un à la base, je suis un peu... J'aime la joie. Donc, du coup, je relativisais beaucoup. Et je ne tenais pas compte de tout ce qu'on disait. Et donc, c'est vrai qu'au départ, ça m'a un peu bouleversé. Mais avec le temps, je me suis habitué. Puis... Est-ce qu'il y a une phrase, un commentaire, quelque chose que tu as entendu sur toi qui t'a spécialement marqué? Oui, il y a un de mes frères, un ancien camarade qui est allé jusqu'à me dire, parce que dans ce que je faisais, il fallait faire beaucoup de courses. Il est allé jusqu'à me dire que je suis le zème de mon frère. Mais bon, moi, j'ai relativisé parce que moi, ça m'aidait à subvenir à mes besoins. Donc, c'était pour toi le plus important, en fait. Oui, oui. Le reste n'avait pas d'importance. Non. Mais quand tu fais tout ça, tu commences par te chercher. Mais à un moment, tu ne t'es pas dit qu'il était temps peut-être que, voilà, tu as peut-être cherché un job, un temps, qu'il était temps de retourner chercher un emploi, retourner dans un bureau, parce que tu n'as même pas précisé ce que tu as fait comme étude. Moi, à la base, j'ai eu un BTS en ressources humaines. Ouais. J'ai eu un BTS en ressources humaines. Donc, j'ai enchaîné les stages, de stage en stage. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'avenir prometteur. Donc, je ne pouvais pas croiser les bras. Il fallait que je sorte de ma zone de confort et que j'aille chercher l'argent. Donc, moi, c'était mon objectif. Donc, quand je suis entré dans les petits boulots, moi, j'arrivais quand même à me démerder. Et avec le temps, je me suis vu conforté dans ma position où je ne souhaiterais plus aller travailler pour quelqu'un ou aller m'asseoir dans un bureau. Avec le temps, je suis bien en homme de terrain. Voilà, c'est ce que je vais dire. Je suis très bien en homme de terrain. Donc, aller m'asseoir encore dans un bureau, non. Pas pour le moment, en tout cas. Pas pour le moment. Tu te cherches, tu te trouves. Je pense que tu te trouves. J'essaye. Mais tu te trouves. Mais à côté, est-ce que tu n'as pas des promotionnaires? Est-ce que tu n'as pas d'autres camarades? Est-ce que tu n'as pas des gens qui ont même eu plus de diplômes que toi? Bien sûr. Il y a assez de camarades qui ont fini leurs études aujourd'hui qui n'ont pas de boulot conséquent. C'est-à-dire avoir le master où on te propose peut-être un salaire de 50 000. Pour celui qui a le master et on lui propose un salaire de 50 000, il va trouver ça limite insultant. Donc, il préfère rester à la maison. Aujourd'hui, moi, j'ai des anciens camarades qui m'écrivent, qui me disent je souhaiterais travailler avec toi, je souhaiterais apprendre avec toi et tout. Mais bon, moi, je suis un solitaire dans l'âme. J'évite trop d'acquaintances pour pouvoir maintenir quand même les relations saines. Trop d'acquaintances, ça fragilise à la longue les relations. Donc, c'est un peu ça. C'est pas que je travaille seul tout le temps. Il y a des gens que j'associe pour certains boulots, bien sûr. Mais ça se limite à ça. Sur quoi est-ce que les gens te sollicitent de façon précise et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le scope de ce que tu fais? Tu as une entreprise, tu as créé une entreprise, tu es en freelance. Comment ça se passe? Bon, aujourd'hui, j'ai créé une structure qu'on appelle le Noirot Service. On fait principalement dans le jardinage, l'aménagement. On fait aussi dans le nettoyage et on fait dans tout ce qui est BTP. Pour le BTP, pour le côté BTP, je suis associé avec un frère qui a fait le côté technique de la chose. Donc, lui, il est au niveau technique, moi, je suis au niveau suivi. OK. Je suis au niveau suivi. Mais les trucs pour lesquels je suis vraiment sollicité, c'est l'aménagement et le nettoyage. Par moment, la peinture. Oui. Mais l'aménagement, ça, je suis vraiment sollicité. Et je n'hésite même pas à montrer mes réalisations sur Facebook. Je vois très souvent tout ça, des avant, après, qui vont sur le terrain, avec, comment on appelle ça, les pioches en train de creuser. Oui, tout à fait.
Je profite, je prends la plupart du temps du plaisir à montrer ce que je fais parce que au départ, j'ai constaté que tout le monde vient sur les réseaux montrer qu'il est propre. Ouais. Je n'avais pas encore vu quelqu'un sur Facebook, par exemple, venir montrer qu'il est sale. Moi, je n'avais pas vu. Donc, ça m'intriguait un peu. Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde fait pour être propre tout le temps sur Internet. Mais montrez ce que vous faites. Donc, moi, je suis venu avec mon style un peu fou où les matins ou en journée, je suis tout sale, je travaille comme un fou. Précision. Et le soir? Et le soir, je prends plaisir à célébrer la vie. C'est important. On te voit parfois en costume bien taillé sur mesure, belles chaussures, chemise bien propre. Et je pense, moi, je t'ai même sollicité parce que c'est une des activités aussi que tu fais. Oui, tout à fait. Tu es personal shopper. Exactement. Donc, tu vas chercher des habits pour les gens et tout. Et quand on voit ce yin et le yang, le matin, le soir, franchement, moi, je suis admiratif. Merci. Et moi, je t'en félicite. C'est l'occasion pour moi de te le dire vraiment. Je pense que je ne t'ai jamais dit ça. Moi, je veux revenir sur le fait que toi, tu fais ça. Oui. Tu t'en sors plus ou moins. Je n'aime pas utiliser l'expression plus ou moins. Moi, j'estime que tu t'en sors. Parce que du moment où tu arrives à te suffire, tu t'en sors. Tout à fait. Peut-être que tu as des ambitions. Et ce n'est pas parce qu'on a des ambitions qu'il ne faut pas dire qu'actuellement, ce que je fais est quand même bien, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Quand toi, tu trouves ta voie comme ça et que tu t'en sors aujourd'hui, quel est le conseil que tu peux donner à des gens qui ont fait des études, parfois même mieux que toi, qui ont un master? Toi, tu as le BTS, il y a un master. Il y en a même qui ont même un doctorat, bon, on va oser le dire, mais qui ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la réflexion à avoir? Bon, la première chose, ce que je vais demander à mes frères et à mes soeurs, c'est de sortir de leur zone de confort. Beaucoup s'y plaisent à se dire qu'ils ne peuvent pas faire ci ou ça. Il faut déjà qu'ils se disent qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de complexe à avoir à faire les petits boulots. Parce que ce qu'ils doivent comprendre, c'est que en enchaînant ces petits boulots, ils peuvent mieux s'en sortir que ceux-là même qui sont assis dans des bureaux. Et beaucoup ne comprennent pas. Pour eux, s'asseoir dans un bureau, travailler pour avoir un salaire, l'Africain s'y plaît. Mais quand on quitte notre pays ou nos pays africains pour aller en Europe, on commence toujours à faire les petits boulots. En fait, c'est juste, on a honte du regard des autres sur nous. Et si on peut briser déjà cela, je pense que le reste, c'est des détails. En fait, même, j'aime plutôt, si on peut faire l'exercice de ne même pas appeler ça petit boulot, Voilà. Parce que tu as dit quelque chose de très important pour moi, c'est que même pas en enchaînant, mais en réfléchissant un peu, en se structurant et en faisant correctement ce qu'on fait, on peut très bien gagner sa vie, Très bien. peu importe. Parce que de plus en plus, tu as dit tout à l'heure que c'est dans l'aménagement, le nettoyage que les gens te sollicitent le plus. Oui. Quand tu entends ça, quand tu vois ça, moi j'avais fait une vidéo il y a quelques années maintenant, ça va faire 1 an, donc quelques mois, où je disais que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a une nouvelle classe moyenne qui s'est élevée. Il y a des jeunes qui ont de plus en plus des moyens, un peu plus que nos parents en avaient à l'époque. Et le gars, il a besoin d'un chauffeur, il a besoin d'un bon couturier, il a besoin de quelqu'un qui vienne lui faire l'entretien à la maison de temps en temps, pour laver sa voiture, faire un certain nombre de choses. Et nous, on réfléchit, même un couturier, un peintre, qu'on sort, parce qu'ils ont des exigences plus élevées. Il a besoin d'un fauteuil, il a besoin que le tapissier soit un tapissier qui ait le sens du détail. Tout à fait. Et d'antan, c'était des gens, comme on dit, qui n'ont pas été bons à l'école, qui font ce type de métier. Exactement. Mais vu que cette classe moyenne-là est exigeante, a besoin de qualité de détail, c'est des gens, normalement, aujourd'hui, qui ont été à l'école, qui doivent faire ces métiers-là pour avoir la mesure et la finesse. Même si
Les gens peuvent ne pas aller à l'école et avoir la mesure et la finesse, ça c'est Oui, vrai. ça, c'est vrai. Mais généralement, les gens qui n'y ont pas été, qui se débrouillent, qui ont appris, qu'on sort, Il y a toujours un manque. Il y a toujours un manque. Donc, quand on analyse tout ça et on voit tout ça, est-ce que ce sont des petits boulots ou est-ce que c'est là où il y a la demande aujourd'hui et il faut aller la servir? Exactement. Petit boulot, c'est pour faire comprendre Oui. le sens dans lequel je parle. Sinon, ce que vous avez dit, par exemple, c'est très pertinent. Ce que tu as dit. On va corriger ça. Ce que tu as dit. Ce que tu as dit est très pertinent. Oui. Il y a une classe qui a besoin. Il y a une classe très, très, très exigeante. Oui. La classe moyenne d'aujourd'hui est vraiment très stricte sur certains petits détails. Et ils n'ont pas le temps pour ça. Oui. Donc, si quelqu'un est intelligent, il peut créer tout de suite quelque chose qui rentre dans le cadre de ce genre de service. Et il va trouver sa part de clientèle. Donc, en termes de clientèle aujourd'hui, c'est qui en fait? C'est cette nouvelle classe moyenne-là? Est-ce que c'est des seniors, nos parents, la classe de nos parents et consorts? Ou c'est cette classe moyenne-là? C'est cette classe moyenne-là. Ouais. Pour moi, c'est cette classe. Les jeunes. Oui, les jeunes. Voilà, jeunes fonctionnaires, jeunes à fait. couples, ce genre de... Oui. Donc, il y a l'argent à aller chercher. Non, mais on en rigole, mais c'est ça le point, en fait. C'est ça le point principal qu'il faut retenir de l'échange qu'on a. Pour moi, c'est... On ne demande pas forcément, tu me diras ce que tu en penses, on ne demande pas forcément si tu trouves que dans mon quartier, il y a souvent des gens qui font ce genre d'analyse sur Facebook et ça me fait rire parfois, mais il y a un fond de vérité dedans. On dit, il y a des exemples, les gens disent, si tu te lèves le matin, par exemple, et que tu laves 10 voitures par jour et tu gagnes 1000 francs par jour, ça te fait 10 000 par jour, 10 000 fois 30, ça te fait 300 000. C'est des calculs un peu bateaux, c'est vrai, c'est pas aussi simple que ça. Tout à fait. Mais le fond qu'il y a dedans, c'est que quand tu es un diplômé sans emploi, par exemple, et que tu es là, que tu analyses les besoins autour de toi, ce que cette personne-là dit, est-ce que dans ton quartier, dans ton environnement immédiat, tu ne peux pas trouver 10 personnes à qui laver leur voiture, disons même 5 personnes à qui laver leur voiture, ne serait-ce qu'une fois par semaine à la maison et prendre 1000 francs? Est-ce que c'est quelque chose de possible? C'est bien possible. Pour quelqu'un qui est dans une position plus élevée, il appréciera plus le fait que tu lui dises « Je souhaiterais laver votre voiture et vous allez me payer que j'ai un problème, j'ai besoin de temps. » Sinon, dans ton quartier, tu peux cibler 10 personnes et « Ah, bonjour monsieur, comment vous allez? Voilà, moi, j'offre tel service. » À coup sûr. Si tu es une personne très bien éduquée, ça ne ratera pas. Et justement, une des choses pour lesquelles je t'admire, tu as dit ça un peu tout à l'heure, c'est comment est-ce que tu te présentes, comment est-ce que tu te vends. On dit que tel tu te vends, tel on t'achète. Oui. Donc, en allant vers le monsieur, tu as parlé de l'éducation, mais il y a également la posture. Comment est-ce que tu arrives, comment tu te présentes, comment tu présentes ton offre. Parce que la personne peut te prendre comme... En fait, on peut avoir besoin sans être nécessiteux. Tout à fait. Il y a une nuance, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Je peux avoir un service à offrir en n'étant pas un nécessiteux. Tout à fait. Donc, tu viens, tu te présentes comme quelqu'un qui n'est pas un nécessiteux. Oui. Tu viens, c'est une relation d'offre et de demande, c'est un marché. Oui. Et tu exécutes et tu prends ton argent, ça s'arrête là. Ouais. Voilà. Donc, la façon dont tu présentes l'offre, la façon dont tu t'es habillé, la façon dont tu as mené l'offre, la façon dont tu fais le service, la façon dont tu te comportes dans l'environnement, tout ça compte. Tout ça, ça compte. Et mieux, à coup sûr, si dans votre quartier, vous ciblez, comme on l'a dit là, 10, c'est même trop. Oui. 5 personnes, Oui. 5. Et vous allez vers eux, vous proposez vous savez que le monsieur, par exemple, où vous êtes dans le quartier, donc vous voyez un peu ce qui se passe dans la maison des gens. Devant sa maisonnée, il y a des herbes. Il n'a pas le temps d'aller chercher quelqu'un. Vous venez le soir, vous l'attendez, il vient. Que j'aimerais vous voir, vous discuter. Je souhaiterais
nettoyer la devanture de votre maison contre, n'exigez pas un montant, contre quelque chose de votre choix. En fait, vous lui laissez le choix de faire ce qu'il veut. D'abord, il sera surpris. Mais si les gens sont très humains, à coup sûr, rassurez-vous que cette personne vous payera plus que si vous dites, par exemple, de toute façon, si vous dites, vous venez, vous dites, je souhaiterais nettoyer la devanture contre 10 000 ou un montant, ça ne va pas passer. Mais si vous faites comme je dis, ça passera à coup sûr. En fait, tu me fais penser ou bien, est-ce que j'ai toujours soupçonné les gens faire autour de moi quand il y a un peintre, un maçon, un plombier, un couturier, tu lui dis, gars, ça fait combien? Voilà. Tu vas te dire, grand frère, voyez comment, En fait, comment vous allez gérer. Ils ont compris. Vous voyez comment eux, ils fonctionnent. Ils ne disent jamais un montant. En fait, en fonction du client qu'ils ont en face, Oui. ils ne disent pas le montant. S'ils savent que c'est un client un peu qui pèse plus ou moins un peu plus, ils ne diront jamais le montant. Parce qu'ils savent que s'ils disent le montant, il va remettre juste le montant. Mais s'ils ne disent pas, le client va... Mais en vrai, c'est ce qui m'embête. Moi, quand on me dit ça, ça m'embête. Voilà. Je ne sais pas où est la limite, où est le truc là. Donc, il faut être stratège, en fait. C'est tout. L'autre chose que je voulais dire, quand tu dis, tu prends l'exemple, tu dis, tu vas devant la personne, tu vois que c'est sale, il y a des herbes et qu'on sort. Est-ce qu'une stratégie ne serait pas de, pour la première fois là, tu vois qu'il y a des herbes, non? Tu nettoies. Pourquoi pas? Oui. Ça ne coûte rien. Au moins, tu sais que... parce que si tu nettoies, la personne va demander à savoir, chercher à savoir qui a nettoyé. Justement, tu peux nettoyer et l'attendre. Oui, et lui non, dire, tu peux même nettoyer oui. et partir. OK. Tu peux nettoyer et partir. La personne cherchera à savoir qui a nettoyé. Et sois-en sûr, elle t'appellera. Ou la prochaine fois, quand tu vas encore nettoyer, tu peux maintenant te porter vers elle et dire, voilà, c'est toi, tu avais nettoyé. À coup sûr. Mais toi, Oui. quand tu as fait cette collaboration-là avec ton frère et qu'on sort, tu as travaillé sur le premier chantier, tu as appris, voilà, en regardant, tu dois être violent, il faut que tu sortes vite d'ici. Quand tu as appris en regardant, en posant des questions, comment tu as trouvé tes premières opportunités pour pour enchaîner? Bon, moi, ma première opportunité est partie du fait que le frère pour qui je travaillais, en fait, il cherchait un jardinier. Il a son jardinier, bien évidemment. Et il a appelé le jardinier pour lui faire son jardin. Mais le jardinier avait sorti un devis très exorbitant. Et je lui ai dit, moi, je le ferai. Et il m'a dit, tu es sûr? Il a dit, oui, que je le ferai. Il m'a dit, OK. De quoi tu as besoin? Et je lui ai juste dit, 2 camions de terreau. On va acheter du gazon, bien évidemment. Et je vais gérer. Il n'a pas cru. Et on s'y est mis. 3 mois après, il était vraiment satisfait du résultat. Et en fait, quand moi j'ai fini ce premier chantier, j'étais tellement fier. J'ai dit, bon, je me lance maintenant dans le jardinage. C'est comme ça, tout est parti. J'ai commencé comme ça. J'ai fait l'avant-après que j'ai publié sur les réseaux. Des gens m'ont vu, des gens ont vu, ils m'ont contacté. C'est parti comme ça, il fait boule de neige. C'est quoi la suite? La suite, il y aura une suite, bien évidemment. Mais vous verrez la suite. En fait, ce que je veux surtout dire, c'est la suite du parcours à partir de là. Oui. Parce que ce dont on parle là, ton BTS, tu l'as eu en quelle année? En 2013. 2013. Oui, 2013. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en train de faire 11-12 ans en fait. Oui, 2013, oui. Oui, 11-12 ans. Et tu es en train de te bâtir une autre carrière qui est diamétralement opposée. Tout à fait. Ton ambition, c'est de continuer dans ça, c'est de faire monter une entreprise. C'est quoi ton ambition? Moi, mon ambition pour le futur, c'est de monter. Déjà, ma structure est là. C'est d'avoir plus d'ouverture et d'embaucher plus de jeunes et de leur faire comprendre qu'on peut commencer du bas pour petitement monter vers le haut. Tout ce qui est petit boulot, on a déjà dit qu'on ne dirait plus petit boulot, mais tout ce qui est boulot que les gens refusent de faire,
c'est les boulots qui rapportent le plus d'argent sur cette terre. Tout à fait. Tu vois, ceux dans les ministères, ceux qui font les entretiens, ceux qui nettoient, ceux qui font le jardinage. Je pense que quelque chose se passe là-bas. Oui. En fait, c'est les gens qui sont... C'est en fait une journée compte 24 heures. Lui, il vient, il a à peine 2 heures à faire là. Il va aller ailleurs, il fera encore 2 heures. Il ira encore ailleurs, il va faire 2 heures. Lui, il va en 1 heure, 2 heures, 2 heures. En une journée, il faut regarder le nombre de personnes chez qui il passera. Donc, en fait, c'est des gens... Quand tu es bien programmé, tu n'as rien à envier à quelqu'un qui est dans un bureau. Donc, en vrai, et ça aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est tu peux monter un petit empire parce que celui qui prend le marché de nettoyage dans un ministère, il ne le fait pas lui-même, en fait. Non. Il recrute des gens qui font tout le boulot, en fait. Bien évidemment. Et ces personnes-là, comme tu l'as dit, il peut aller dans tel ministère ou bien dans telle direction du ministère de 6 heures à 7 heures, Voilà. aller dans une autre direction, aller même dans un autre ministère, tel jour. Et puis, dans la même semaine, en fait, il a un empire, il a une main-d'œuvre qui fait du gros boulot. Et c'est là peut-être que celui qui a été à l'école, qui est diplômé sans emploi, doit avoir cette réflexion, ce recul. Tout à fait. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on veut faire. Mais donne-nous les exclusivités. C'est ça, en fait. On en arrivera là à coup sûr. À coup sûr. Parce que je ne vais quand même pas me limiter à moi. Non. Non, on en arrivera. On va moi, s'il y a un truc que et Jimmy sera d'accord avec moi, s'il y a un bouquin que je vais te recommander fort, si tu ne l'as pas encore lu, ça s'appelle E-Myth, le mythe de l'entrepreneur. Je te le recommande vivement. Ok, d'accord. C'est un bouquin qui t'explique en réalité comment est-ce que tu passes du mode freelance, genre tu fais de l'aménagement, du nettoyage toi-même, tu prends 2-3 personnes pour t'aider à le faire, mais à chaque fois que tu le fais, c'est ton temps que tu viens vendre. Ok. Comment est-ce que tu passes de ce mode-là à l'autre mode? Au mode, moi, mon rôle maintenant, c'est un rôle managérial, de recruter les bonnes personnes, c'est d'aller trouver les bons contrats, d'aller gérer les relations, bâtir une entreprise, un empire. Je te recommande vivement ce bouquin-là. D'accord. Et je pense que ce switch va être fait, quoi. Il n'y a pas de souci. L'autre sujet ou l'autre chose qui m'a émerveillé dans ton parcours quand je te voyais et faire tes différentes activités, et je ne sais pas si c'est toi qui as donné le nom à l'événement, c'est la vague blanche. Vu de toute façon, tu aimes le blanc, c'est la vague blanche. Tu t'es lancé, on va dire, je pense que vous êtes plusieurs à le faire. Oui, je suis avec 3 amis. OK. 3 amis. On a décidé de mettre en place un petit truc. Ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas un petit truc parce que je pense que vous avez commencé ce truc il y a à peine 1 an ou 1 an et demi. Tout à fait. Et la ferveur qu'il y a autour, la façon dont l'organisation se fait, moi, je sais pas, j'y ai été une fois, j'étais à Cotonou en ce temps-là. La dernière fois, le dernier événement, je n'ai pas pu. Oui. Mais ça rassemble tellement de monde, mais c'est dû à la qualité de ce que vous faites parce que des événements de ce type-là, ce n'est pas le premier qu'il y a dans le pays, en fait. Non, non. En fait, la particularité de la vague blanche, c'est que il n'y a pas de titre à la vague blanche. Et il n'y a pas de privilège à donner à X ou à Y. Nous sommes tous les mêmes. Et quand on vient à la vague blanche, on sent en fait de l'humanisme, on sent de la bienveillance, de la fraternité, on sent vraiment de l'amour ce jour-là. Peu importe que tu sois, peu importe ton titre, quand tu viens à la vague blanche, toi-même tu verras en réalité que ton titre n'a rien à voir, n'a rien à faire. Il faut laisser ça au parking. Il faut laisser ça au parking et tu viens, tu profites de la vie. Et on a su mettre ce truc-là en place vraiment qui fait aujourd'hui la fierté de tout le monde parce que pour nous, la vague blanche ne nous appartient pas. Ça appartient à tout le monde parce qu'il y a des gens qui quittent les États-Unis, le Canada, partout pour venir célébrer spécialement le jour de la vague blanche. Donc,
Mais d'où est venue cette idée-là? C'est parti d'une frustration? C'est quoi? Non, Pourquoi le concept? Le concept, c'est venu comme ça. C'est venu sur... j'ai un ami qui a offert un mouton et on a dit, oh, on va rester ensemble. Donc, on a décidé d'ouvrir un peu à tout le monde et on a mis ça sur Facebook. Et les gens étaient venus. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Donc, après, on a mieux arrangé certaines choses. Et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu. C'est devenu ce que c'est devenu. Et franchement, je nous tire à tous chapeau, participants comme organisateurs. Parce que c'est vraiment pas facile d'organiser un petit truc. C'est vraiment pas facile. Il n'y a pas de petit truc, justement. Quoi. C'est comme un chantier. Il n'y a pas de petit chantier. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de petit chantier. C'est vraiment pas facile. Ouais. Mais à chaque édition, on prend en compte les critiques, on essaie de nous améliorer pour le bien des participants. Parce que ce que moi je vise en réalité, c'est ceci. Ou ce que nous visons en réalité, c'est ceci. Il faut que celui qui balaie en semaine puisse se sentir humain le temps d'un instant à la vague blanche. Et c'est ça, en fait, qu'on arrive à faire. Et tout le monde est content. Même celui qui a... Parce qu'en fait, on dit... c'est le partage. C'est un moment de partage de joie. Celui qui a plus de moyens, partage avec son frère. La preuve. Et quand tu étais venu... Non, ça c'est off. Ça c'est off. C'est hors caméra. Ça c'est hors caméra. Non, je comprends l'idée, le concept. Et moi, je ne peux que vous en féliciter. C'est toi qui es devant moi. Donc, tu vas transmettre les félicitations aux autres. Il n'y a pas de te féliciter pour ça. Moi, franchement, je suis admiratif des personnes qui comprennent que si ce que tu fais ou ce que tu as appris à l'école ne te donne pas de possibilités, il faut dévier, il faut changer de cap. Totalement. Il faut même pas attendre. En fait, tu retousses tes manches et tu changes directement de cap parce que tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Donc, avec tout ça là, je ne pense pas que tu puisses t'asseoir et te plaindre. Non, je suis désolé. Il faut sortir totalement de sa zone de confort. Et c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire, en fait. Il faut sortir de sa zone. Quand on sort de sa zone de confort, on trouve toujours. Il y a 2 choses sur lesquelles je veux revenir. La première, c'est quand tu dis qu'il faut sortir de sa zone de confort, moi, j'estime qu'on ne doit pas sortir de sa zone de confort. Parce que, en fait, c'est comme si tu étais dans une pièce climatisé, c'est bon, tu vois, propre, tu as une maison, c'est propre, tu dis, OK, bon, là, je sors, je vais rester dans la chaleur. Non. L'idée, le sous-entendu dedans, c'est peut-être de se dire, il faut élargir sa zone de confort. Il faut faire en sorte que la zone de confort soit de plus en plus grande. Tu vois? Parce que qui a trouvé le bien-être et refusé? Ça, c'est vrai. Tu vois? Donc, il faut élargir, il faut faire élargir sa zone de confort. Il faut élargir sa zone de confort. Non, mais pourquoi la plupart du temps on dit de sortir? Les gens s'y plaisent. Oui. Peut-être parce que j'ai le master. Même moi-même, au départ, si on me disait, quand j'étais étudiant, si on me disait que moi, aujourd'hui, je suis en train de nettoyer les toilettes ou faire du jardinage, j'allais dire non. J'allais dire, c'est pas possible ça. Non. Parce que je ne me voyais pas faire ça. Mais à un moment donné, quand ça n'allait pas, personne ne m'a dit avant que je ne change de cap totalement. J'ai totalement changé de direction. C'est diamétralement opposé, ça n'a rien à voir. Mais l'avantage, c'est que quand on étudie, quand tu as étudié, tu as toujours un plus. Tu as toujours une longueur d'avance sur celui qui n'a pas étudié. Ça, là, il y a le gros truc que l'école nous apporte. Il y a toujours une différence entre quelqu'un qui a appris le métier et quelqu'un qui a été à l'école. Là, il faut voir les étudiants stylistes. Là. Ouais. Ils sont toujours différents de nos simples tailleurs, couturiers. Là. Ouais. Parce que celui qui a étudié, qui est allé faire une formation en stylisme, par exemple, il ne va jamais se permettre de donner un jour et de rater. Même si certains le font. Même si certains le font. Mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et moi, je veux même le mettre et prendre un aîné à nous comme exemple. Il faut Jerry Sinclair. C'est quelqu'un
qui a eu ses diplômes, qui a travaillé dans des multinationales, il a été responsable chez MTN, il a travaillé à la Société Générale et il démissionne, il ouvre son atelier de couture. Je ne sais pas si lui-même il coupe, mais la qualité, le travail qu'il fait, le suivi qu'il fait en termes de marketing, en termes de présentation. Et je pense aussi que la chose qu'il faut retenir, c'est souvent les ouvriers, maçons, tout ça là, menuisiers, quand ils n'ont pas été à l'école et que tu leur dis, le truc n'est pas équerre, il va te dire, lui ne voit pas que ce n'est pas équerre. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir ça. Non, mais toi, tu vois que ce n'est pas équerre. Mais quelqu'un qui a été à l'école, il sait voir que l'angle n'est pas bon ou que la finition ou qu'il y a un problème. C'est comme ça. Il y a toujours une différence. Ouais. En parlant même du grand frère Jerry, dès que mon argent soit un peu lancé, j'irai commander sa veste. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. L'autre chose, c'est que quand tu disais qu'on a 2 mains, 2 bras, 2 pieds, qu'on sort, ça fait, excusez-moi, moi je vais le dire, c'est une raison pour laquelle moi, quand je suis dans un feu ou je suis quelque part, je vois quelqu'un venir me demander de l'argent qui a ses 4 membres en place, c'est dit, je suis comme ça même. Il est là en train de me parler, je suis comme ça. C'est dit, limite, ça peut friser du mépris. Mais pour moi... C'est révoltant, en fait. C'est révoltant. C'est révoltant. Il n'y a pas d'excuse en réalité. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que ce n'est facile pour personne, en vrai. Ce n'est facile pour personne. C'est dur pour tout le monde. Tu vas te lever tôt, aller travailler. C'est dur pour nous tous. Mais il faut que chacun retienne, je suis mon propre possible. C'est beau ça. Si tu te mets en tête que tu es ton propre possible et que personne ne te doit absolument rien, je pense que tu vas changer beaucoup de choses à ton niveau toi-même. Parce que avant, c'était un peu... en fait, au départ, j'en voulais aux gens. Quand je sollicite une aide et on ne m'apportait pas le soutien, ça me frustrait. Mais avec le temps, j'ai compris en réalité que les gens ne me doivent rien. Ils me doivent rien. Non, ils ne me doivent rien. Absolument rien. C'est à moi-même de me battre pour m'en sortir. Et c'est comme ça. C'est quand tu sors la tête de l'eau que tout le monde t'applaudit, tout le monde veut être ton ami, tout le monde veut... C'est comme ça. Mais tant que tu es en bas et toi-même, tu ne fais pas l'effort de sortir la tête de l'eau, personne ne va vouloir s'en ticher à toi, non. Et ce que tu dis là, moi, j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas de self-made man. Il n'y a personne qui puisse se sortir ou se lever seul. Ce n'est pas possible. Oui. Il a forcément besoin d'une autre personne, quelqu'un pour le tirer vers le haut. Mais en vrai, moi, j'estime que ce pourquoi les gens qu'on sollicite autour de nous, des fois, font la sourde d'oreille, ils ne veulent pas, ils refusent. Voilà, tu as un oncle, tu estimes qu'il est dans une bonne position, il pourrait t'aider très rapidement à t'élever, consort et tout. Ce qu'on oublie dans la réflexion, c'est que l'oncle en question, tu n'es pas le seul à le solliciter. Dans la famille directement, il y a environ une dizaine de personnes, minimum, parce qu'il y a des enfants, il y a les enfants de ses neveux, il y a ses nièces, il y a les parents eux-mêmes, les frères, tes oncles, les oncles et consorts là, qui le sollicitent, les grands-parents. Et ça, c'est le cercle familial. Quand il sort de la maison, dans le quartier, il y a au moins une dizaine de personnes qui le sollicitent. Quand il quitte là, quand il va dans le cercle professionnel, il y a encore plein de personnes qui le sollicitent. Et les gens là sont submergés de sollicitations. Et si à un moment, tu n'arrives pas à mettre un mur autour de toi, en fait, tu vas rentrer dans... Comment je vais dire ça? Tu vas tellement donner que tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Et donner ici, ce n'est pas dans le sens financier uniquement. Même si c'est des conseils que tu donnes, même si c'est 30 minutes, tu passes avec cette personne pour lui donner des conseils et tout. Même si c'est des relations, tu lui dis, va voir telle personne de ma part, qu'il fait. Et que, regarde tout le nombre de personnes qu'on a dit là. S'il le fait comme ça pour tout le monde, de facto, est-ce qu'il n'a pas son nom à préserver? Quand il dit, va voir telle personne de ma part, c'est parce qu'il a un nom. Exactement. Et il a besoin que ce soit quelqu'un qui lui fasse honneur, qui va là-bas, qui l'emmène là-bas.
Et la seule façon d'attirer l'attention de ce genre de personnes, c'est toi-même de faire le premier pas, de ramener ça, comme on dit, au genou, Et pour que la personne se voit que, dans Voilà. tout le lot de sollicitations que j'ai, il y a il y a ce jeune-là. il a fait l'effort de m'amener au genou et je l'aide maintenant à sort porter du sur la lot. tête. Voilà. Donc, c'est plus simple pour lui de se dire, ils sont 40 à me solliciter. Hein. Ah, mais les deux jeunes-là, Ils sont différents. Ils sont différents. Je peux les aider. Et c'est en cela, c'est ce à quoi on doit attendre, en fait. Tout à fait. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et chacun, à son niveau, doit essayer. D'abord, même, c'est déjà dit dans la Bible, amène au genou, je t'aide à mettre sur la tête. Oui. Donc, que chacun amène déjà au genou. Et avec la persévérance, à coup sûr, il y aura quelqu'un qui... Les gens voient nos efforts. Les gens voient tous les jours que Dieu fait. Les gens voient. Et n'ayez pas honte de montrer ce que vous faites. Parce que chacun est son premier panneau publicitaire. Merci. Ça, Merci. il faut que les gens comprennent. Chacun est son premier panneau publicitaire. Personne ne viendra faire ta publicité si ce n'est que toi-même. Moi, tous les jours que Dieu fait, quand je vais au combat, le matin quand je me lève, je considère que je vais au combat. Donc quand je me lève et je vais au combat, je me dis que je dois donner le meilleur de moi-même. Je suis mon propre et je n'hésite pas à le montrer sur Internet. Tous les jours que Dieu fait, je montre ce que je fais. Parce que ce n'est que comme ça que les gens vont me solliciter et les gens vont me recommander. Et ce n'est que comme ça que j'aurai les marchés et je vais bien faire pour que ces personnes-là soient fiers de moi. C'est sûr. Pendant qu'on discutait, je reviens encore même sur la notion de zone de confort dont on parlait. Oui. Donc, il faut pas sortir de sa zone de confort, il faut étendre sa zone de confort. Tout à fait. Mais ce que j'ai oublié, tu ne peux étendre ta zone de confort que si tu as déjà une zone de confort. En vrai, quand tu es diplômé sans emploi, c'est une zone de confort. Est-ce que c'est une zone de confort? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts? Est-ce que c'est une zone de confort? Donc, la première étape, c'est de créer la zone de confort, c'est de bâtir la zone de confort. Bien de l'élargir. Avant de l'élargir. Je pense qu'il y a une ambiguïté qu'il Ça, faut... c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, la première étape, c'est que quand tu es en mode construction de la zone de confort, tu ne dois pas avoir honte. C'est ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça que les jeunes doivent comprendre. Il n'y a pas de honte. On doit bannir ça là. Il n'y a pas de honte. Tant que c'est légal, Oui, tant que c'est moral. Oui, il n'y a pas de honte. Tant que tu arrives à joindre, ça arrive à payer tes factures. Pourquoi tu auras honte? Pourquoi tu auras honte de montrer que tu as de laver des toilettes? Pourquoi tu auras honte de montrer ce que tu fais? Pourquoi? Non. Si tu ne montres pas, qui saura que tu fais tant ou tant? Personne ne saura. Et personne ne va te recommander. Non, il n'y a pas de honte. On a honte, on se dit non, les gens vont parler. Les gens vont parler, ça veut te payer tes factures. Non. Mais... comme dirait quelqu'un, si la vie ou le regard que les gens ont de toi permettait d'avoir de l'argent à la banque, on serait tous millionnaires. Moi, je suis milliardaire même. Tu vois, vraiment, merci Alain pour cette belle discussion. Moi, ce pourquoi je te reçois vraiment, c'est que oui, je sais que ce parcours-là peut inspirer plus d'un, parce que l'erreur qu'on fait aussi souvent, c'est qu'en voulant montrer des gens ou en voulant donner des rôles modèles ou des inspirations, on ne va chercher que, comme tu le dis, montrer ce que tu fais. Et tout le monde n'est pas designer. Tout le monde n'est pas développeur. Oui. Il y a des gens qui font d'autres activités. Il y a des couturiers, il y a des maçons, il y a des gens qui font des choses qui permettent aux gens de créer leur zone de confort et d'élargir leur zone de confort. Et en cela que moi, c'était très important pour moi de te recevoir pour montrer que, il y a quelqu'un qui fait. Tu n'es sans doute pas le seul. Il doit y avoir d'autres personnes comme toi qui le font et comme ça. Moi. Tu vois? Pour enchérir même. Oui. J'avais un ancien camarade avec qui j'ai fait un stage à Libercom. OK. Quand moi, j'étais rentré dans le toutisme, il était toujours en stage. Oui. Mais après, il m'a écrit un message comme quoi, Alain, merci beaucoup. C'est grâce à tout ce que tu publies chaque jour qu'aujourd'hui, je suis devenu vitrier. Il a dû mettre la honte de côté et il est rentré dans la vitrine parce que il a enchaîné les stages, et ça n'allait pas. Donc, il est devenu vitrier aujourd'hui et
ils gagnent bien. Moi, j'ai 2-3 amis autour de moi comme ça. Un menuisier, un tapissier et un couturier. Mais quand tu analyses bien, quand tu es professionnel, quand tu fais bien les choses, il y a l'argent dedans. En fait, les gens ne se rendent pas compte, en fait. C'est des gens qui n'ont rien à envier à qui que ce soit. Ils sont dans leur petit coin. Ils font de la fausse modestie. Oui. Ah, grand frère, comme toi. Non. Comme toi. Comme toi. Ah, grand frère. Allez, si tu me fais encore ça, je vais te casser le truc sur la tête. Mais vous êtes mon grand frère. Jamais, jamais. Non, c'est une modestie, oui, mais non. Disons de la vérité. Il ne faut pas que, comme on dit, il ne faut pas que quelqu'un prenne les yeux de l'autre pour dormir. Non, c'est pas dormir. Non. Et oui, c'est ça le point. Il faut que chacun arrive à trouver sa voie, créer sa zone de confort. Je ne sais pas si tu as un mot à dire, un mot de fin, si tu as un message que tu veux faire passer, ou si tu as un point que tu veux aborder et sur lequel tu veux qu'on discute. Bon, parce que il y a mon fameux slogan. Oui. Et je vais le réclamer internationalement ici, aujourd'hui et maintenant. Vas-y, roulement de tambour. Champion, il n'y a pas de petit boulot dans la vie. Un l'argent plus un l'argent égale à 2 l'argent. C'est moi le propriétaire. Et c'est très vrai. Ce truc est devenu viral. Mais il y a ta vidéo. Mais hier ou avant-hier encore, j'ai vu ça. Partout. Et moi, ça me rend fier. Ça me rend fier parce que ce jour-là, je travaillais. Hein. J'étais en train de faire de l'arrosage. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un selfie et je me suis filmé. J'ai balancé la vidéo, elle est passée partout. Et des joueurs français, Caris, des gens vraiment que je ne... Franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ouais. Et c'est ce qu'on souhaite, impacter positivement d'autres jeunes afin que les mentalités changent et que chacun puisse tirer quand même son épingle du jeu. Pour moi, c'est un excellent mot de fin. En tout cas, je vais remettre ta vidéo là. C'est ça qui va finir, ou même introduire et finir. Tout à fait. Et voilà, vraiment un énorme plaisir d'avoir réalisé finalement cette interview avec toi et aussi d'avoir échangé avec toi, d'avoir appris de toi parce que voilà, ce que tu as partagé, il y a toujours une graine, que ce soit de sagesse, d'enseignement, de façon de voir le monde que tu tires des échanges, que je tire en tout cas des échanges que j'ai avec les uns les autres. Et avec toi, c'est également le cas. Je te remercie beaucoup d'être passé, de t'être déplacé. Tu es venu faire le paya. Non, rectificatif. Tu es venu faire quoi? Je suis venu découvrir Abidjan dans sa splendeur. Et profiter d'Abidjan dans sa splendeur aussi. Bon, merci beaucoup Alain. Et voilà, tu as un mot? Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse, amen. Allez, Salam Champ, à bientôt dans un prochain épisode.